Les gars, ça fait longtemps que je veux vous dire ça, mais je n'arrivais pas à mettre la main dessus, et j'avais peur qu'on me prenne pour un fou. Mais après ce que j'ai vu de mes propres yeux, je ne peux plus me taire. Il s'agit de la Russie, de Poutine et de ce qui se passe vraiment derrière les murs du Kremlin. Si vous pensez que toutes ces théories du complot sont des conneries de YouTube, alors écoutez-moi, parce que je suis dans cette merde jusqu'au bout des ongles. Tout a commencé il y a quelques années, alors que je vivais encore dans une petite ville près de Novosibirsk. Je travaillais dans un journal local, où j'écrivais toutes sortes de bêtises sur la récolte des pommes de terre et les nouveaux arrêts de bus. Un jour, j'ai reçu une lettre, une enveloppe ordinaire, sans adresse de retour, et à l'intérieur, 2 feuilles froissées, écrites à la main. L'homme qui l'a écrite prétendait être un ancien employé d'un laboratoire secret dans la taïga. Et devinez quoi? Il a déclaré que le vrai Poutine était mort depuis longtemps et que celui que nous voyons à la télévision n'était pas un homme. Ce n'est pas du tout un être humain. J'ai d'abord ri. C'est fou, n'est-ce pas? Des sosies, des extraterrestres, le contrôle du pays. On dirait l'intrigue d'un film bon marché. Mais il y a une chose qui m'a marqué. Ce type parlait d'un endroit où il travaillait, une installation dont le nom de code était Sigma 17. Et il a mentionné un village près de chez nous que je connaissais. C'est un village mort. Toutes les maisons ont été abandonnées il y a une vingtaine d'années. Personne n'y va, pas même les sans-abri. J'ai décidé d'aller y faire un tour, par curiosité. J'ai pris un jour de congé, j'ai pris ma vieille voiture et je suis parti. La route était infernale, boue, nid de poules, forêt tout autour, comme dans un film d'horreur. Lorsque j'ai atteint le village, je me suis immédiatement rendu compte que quelque chose n'allait pas. Le silence était total, on n'entendait même pas les oiseaux. Les maisons étaient toutes ratatinées et les fenêtres brisées. Mais dans l'une d'elles, j'ai remarqué une lumière. Pas une lumière vive, mais une lumière faible et verdâtre, comme si quelqu'un avait oublié une torche. Je me suis approché et j'ai failli avoir une crise cardiaque. Il y avait une personne à l'intérieur de la maison, grand, mince, vêtu d'une sorte de salopette et d'un visage. Mon Dieu, ce n'était pas un visage. Il était lisse, sans yeux, sans bouche, comme un masque. Je me suis figé, puis la chose s'est tournée vers moi, et j'ai entendu un son bas, un bourdonnement, juste dans ma tête. Je n'ai pas pu le supporter. Je me suis précipité vers ma voiture et je suis parti sans même me retourner. À la maison, je n'ai pas pu reprendre mes esprits pendant un long moment. J'ai essayé de me convaincre qu'il s'agissait d'un pépin, que j'avais trop travaillé, mais la lettre de l'enveloppe était posée sur la table, comme si elle me regardait. Elle disait que ces créatures n'étaient pas de simples extraterrestres, mais des sortes de contrôleurs. Ils sont censés être là depuis longtemps, et leur but est de nous garder tous sous contrôle. Et Poutine, ou plutôt son double, est leur principale marionnette. Je ne savais pas dans quoi je m'embarquais, mais j'ai décidé de continuer à creuser. Quelques jours plus tard, j'ai trouvé un forum sur Internet où des gens discutaient de sujets similaires. L'un d'eux, sous le pseudonyme de Siberian Wolf, a écrit qu'il connaissait Sigma 17. Nous avons correspondu et il m'a dit que ce laboratoire n'est pas seulement un bunker, mais tout un complexe souterrain où il mène des expériences, pas sur des rats, ni même sur des humains, mais sur quelque chose de moyen, des hybrides. Il m'a dit qu'il avait vu des documents qui indiquaient qu'il remplaçait des personnages clés du gouvernement par des copies qui obéissaient à ces choses. Je lui ai demandé comment s'y rendre et il m'a donné les coordonnées. Il m'a dit « Si vous y allez, prenez quelque chose pour vous protéger. Il n'y a personne là-bas. » Après que Siberian Wolf m'a envoyé les coordonnées, je suis resté assis pendant quelques jours à me demander si cela en valait la peine. D'un côté, la curiosité me rongeait comme un chien affamé. De l'autre,
Je me rendais compte que si même la moitié des informations étaient vraies, je m'embarquais dans une merde dont personne ne sortirait vivant. Mais vous savez ce que c'est. Une fois que vous avez vu quelque chose, vous ne pouvez plus revenir en arrière. J'ai décidé d'y aller. J'ai préparé un sac à dos, une torche, un couteau, une trousse de premier secours, un vieux bidon d'essence qui traînait dans le garage depuis les années 90. Au cas où, j'ai pris un téléphone avec une batterie de rechange, même s'il n'y a pas de communication possible. Les coordonnées menaient au milieu de nulle part, à une centaine de kilomètres du village abandonné où j'avais rencontré la créature. La route était encore plus mauvaise que la dernière fois que j'y étais allé. La forêt devenait de plus en plus épaisse et, à un moment donné, j'ai remarqué que les arbres étaient étranges. Les deux troncs étaient lentes et tordues. Les feuilles n'étaient même pas vertes, mais grises, comme si elles avaient été aspergées de quelque chose. L'air ne sentait pas la forêt, mais quelque chose de chimique, comme dans un laboratoire d'école. Quand je suis arrivé au point de départ, je n'ai rien vu de spécial, juste une clairière, envahie par l'herbe et une vieille trappe rouillée dans le sol. La trappe était lourde, mais pas verrouillée, ce qui m'a immédiatement alerté. Je l'ai ouverte et j'ai braqué ma torche vers le bas. Il y avait une échelle, toute tachée d'une sorte de bave. J'avais peur de descendre, mais je l'ai fait. Les escaliers grinçaient, les marches vacillaient, et en bas, je sentais une odeur d'humidité et quelque chose de sucré et de nauséabond. En bas, il y avait un couloir, des murs en béton, de faibles lampes qui clignotaient, comme dans un film d'horreur bon marché. J'ai avancé en essayant de ne pas faire de bruit, même si mon cœur battait si fort que je pensais pouvoir l'entendre à 1 kilomètre de distance. Au bout de quelques minutes, le couloir m'a conduit dans une grande salle, et c'est là que j'ai failli me chier dessus. Il y avait une capsule de verre au milieu de la salle, et à l'intérieur, il y avait un corps, humain, mais pas tout à fait. Sa peau était trop pâle, ses yeux étaient fermés, et des tubes sortaient s'arc de son dos. En m'approchant, je me suis rendu compte qu'il ne s'agissait pas seulement d'un corps, mais qu'il ressemblait à Poutine, exactement comme sur les photos, mais sans le costume, nu et relié à ces foutus tubes. Je restais là à le regarder, essayant de comprendre ce que c'était, quand j'ai entendu des bruits de pas. Je me suis retourné et c'était la même créature que j'avais vue dans le village. Elle était grande, mince, sans visage, mais j'ai remarqué qu'elle avait des sortes de griffes aux mains, longues et brillantes. Elle ne s'est pas pressée, elle a simplement marché vers moi et j'ai titubé en arrière jusqu'à ce que je heurte le mur. Je n'avais qu'une question en tête. Comment sortir d'ici? J'ai pris la bombe à aérosol, mais je me suis rendu compte qu'elle ne servait à rien contre cette chose. C'est alors que j'ai remarqué une autre porte dans le coin du couloir. Je l'ai franchie sans regarder en arrière et l'ai refermée derrière moi. Au-delà de la porte, il y avait un autre couloir, mais un couloir différent, plus propre, avec des murs blancs et des lumières vives. J'ai couru jusqu'à ce que j'arrive dans une pièce où il y avait plusieurs bureaux avec des papiers dessus. Sur l'un d'eux se trouvait un dossier intitulé « Sigma 17, prototype ». Je l'ai ouvert, les mains tremblantes, et j'ai commencé à lire. Il y était question de la manière dont il créait ses copies. Pas des clones, pas des robots, mais des sortes de coquilles qu'ils remplissent de conscience extraterrestre. Le vrai Poutine, disait Dale, est mort au début des années de 2000, et depuis lors, la Russie est dirigée par cette chose que j'ai vue dans la capsule. Et il y en a des dizaines comme lui, des corps de rechange au cas où quelque chose tournerait mal. Je feuilletais ces documents et j'étais de plus en plus malade. Il parlait comme d'expérience, comment il prenait des gens vivants, et essayait de réécrire leur cerveau pour les soumettre aux mêmes créatures. La plupart des sujets sont morts, mais certains sont devenus des sortes de zombies, gardés dans des cages quelque part dans le même complexe.
À ce moment-là, j'ai entendu la porte que j'avais fermée s'ouvrir en grinçant. Il me poursuivait. Lorsque j'ai entendu la porte grincer, tout ce qui était en moi a tremblé. Je me suis rendu compte que le temps était compté et que si je restais assis là avec ces papiers, je serais le prochain sujet de leurs expériences sanglantes. J'ai pris le dossier sous le bras, j'ai attrapé mon sac à dos et je me suis précipité dans le couloir. Je n'avais qu'une idée en tête, trouver un moyen de sortir, le dire à tout le monde. Mais quelque part, je me suis rendu compte que ces choses ne me laisseraient pas partir. Le couloir s'enfonçait de plus en plus, et plus je courais, plus il devenait étrange. Les murs n'étaient plus aussi propres. Ils étaient tachés comme de la rouille, mais avec une teinte verdâtre. Le sol sous mes pieds était collant, comme si je courais sur du sirop renversé. Et puis j'ai entendu un bruit. Pas des pas, pas des voix, mais une sorte de bourdonnement sourd qui venait directement des murs. Il m'écrasait la tête, me faisait mal aux dents, et je commençais à perdre mes repères. Mais je ne pouvais pas m'arrêter. Une autre porte est apparue devant moi, une porte métallique massive, avec une sorte de serrure. J'ai couru jusqu'à elle, j'ai tiré la poignée, et elle était verrouillée. La panique m'a envahi, et j'ai regardé en arrière pour voir l'ombre de cette créature sans visage au bout du couloir. Elle n'avançait pas vite, mais elle avançait régulièrement, comme si elle savait que je n'avais nulle part où aller. Je me suis souvenu du couteau dans mon sac à dos, je l'ai sorti et j'ai commencé à crocheter la serrure, même si je savais que c'était inutile. Et puis j'ai eu de la chance. Il y avait un panneau avec des boutons accrochés au mur à côté de la porte. Je n'avais aucune idée de ce qu'il fallait faire, alors j'ai commencé à appuyer au hasard et, oh miracle, la porte s'est ouverte en sifflant. Derrière, il y avait un autre hall, mais pas comme le précédent. Celui-ci était immense, comme un hangar, et rempli de nacelles. Il y en avait des dizaines, peut-être des centaines, avec quelque chose qui flottait dans chacune d'elles. Je me suis approché de l'une d'elles. À l'intérieur se trouvait un homme, ou plutôt ce qu'il en restait. Son visage était à moitié décomposé, ses bras étaient gonds et tordus, et des fils sortaient de sa poitrine. Dans l'autre capsule, il y avait quelque chose qui ressemblait à cette créature, mais en plus petit, avec de longs tentacules à la place des jambes. J'ai compris qu'il s'agissait de leur laboratoire, où ils croisaient des humains avec ces extraterrestres, créant ainsi leur propre contrôleur. Et le plus effrayant, c'est que dans le coin le plus éloigné, il y avait une capsule où était allongé un autre sosie de Poutine, comme celui que j'avais vu auparavant, mais celui-ci était vivant. Ses yeux étaient ouverts et il me regardait droit dans les yeux. Sans cligner des yeux, sans bouger, il me fixait. Je me suis détourné, car j'avais l'impression qu'un tout petit peu plus et mon cerveau s'éteindrait sous l'effet de l'horreur. Il fallait que je passe à autre chose. Il y avait une autre sortie dans le hall, et j'ai couru vers elle, mais le bourdonnement dans ma tête est devenu insupportable. Je suis tombé à genoux et j'ai bouché mes oreilles, mais cela n'a servi à rien. Le son était à l'intérieur de moi. C'est alors que j'ai entendu une voix, pas avec des mots, mais comme si quelqu'un pensait à l'intérieur de ma tête. Elle disait « Tu ne devrais pas être ici ». C'était froid, calme, mais ça m'a donné la chair de poule. Je me suis forcé à me lever et je me suis traîné jusqu'à la sortie. Au-delà de la porte, il y avait un tunnel, long et sombre, mais il y avait une faible lumière au bout. C'était ma chance. J'ai couru jusqu'à ce que mes jambes commencent à trembler, et le bourdonnement résonnait toujours dans ma tête, mais il devenait de plus en plus silencieux. Quand je suis sorti, il s'est avéré que j'étais quelque part dans les bois, loin de la trappe par laquelle j'étais descendu. L'air était frais, mais je pouvais encore sentir l'odeur sucrée des capsules. Le dossier de papier était resté en moi, et j'ai décidé que c'était mon billet, la preuve que je montrerais au monde. Mais la joie est vite passée. Alors que je montais dans la voiture et que je démarrais le moteur,
Une ombre s'est dessinée dans le rétroviseur. La même créature se tenait derrière moi, à une 50aine de mètres, et se contentait d'observer. Elle n'a pas bougé, n'a pas couru après moi, mais j'avais l'impression qu'elle savait qui j'étais et où me trouver. J'ai appuyé sur l'accélérateur et je suis parti. Mais depuis, je n'arrive pas à me débarrasser du sentiment qu'il m'observe. J'ai vérifié la porte toutes les demi-heures. J'ai même dormi avec un couteau sous mon oreiller. Le dossier Sigma 10 était sur la table et je n'ai pas osé l'ouvrir à nouveau. Après ce que j'avais vu, il me semblait que ces papiers étaient en moi, comme une bombe qui pouvait exploser à tout moment. Mais la curiosité a repris le dessus et j'ai commencé à lire. C'était encore pire que ce que je pensais. Il ne se contentait même pas de remplacer Poutine, il créait tout un réseau de copies dans tout le pays. Gouverneurs, généraux, même certains députés de la télévision, tous pourraient ne pas être des êtres humains, mais des coquilles dirigées par des extraterrestres. Les documents indiquent que le processus de réécriture ne fonctionne pas toujours parfaitement. Parfois, les sujets devenaient fous, se mettaient à crier sans arrêt ou à se déchirer. Ils étaient envoyés dans des cellules spéciales où ils étaient gardés jusqu'à ce qu'ils meurent d'eux-mêmes. Ceux qui ont survécu ont été testés dans des conditions réelles, lâchés dans les villes pour voir si quelqu'un remarquerait le changement. La partie la plus effrayante concernait les extraterrestres eux-mêmes. Ils les appelaient les Xeno-Controllers, et d'après les archives, ces choses n'étaient même pas seulement intelligentes, elles étaient aussi vieilles que la planète elle-même. Ils ne sont pas venus ici en soucoupe, ils ont toujours été là, cachés quelque part sous terre, jusqu'à ce que les humains commencent à construire leurs bunkers et leurs laboratoires. C'est alors qu'ils ont décidé qu'il était temps de prendre les choses en main. Poutine, ou plutôt son sosie, était leur principal projet. Une réplique parfaite qui pouvait garder un pays entier sous contrôle pendant qu'ils préparaient quelque chose de plus grand. Je suis arrivé à la fin et j'ai réalisé que j'étais dans la merde. S'ils me suivaient dans les bois, ils savaient où j'habitais. Et c'est là que ça a commencé. D'abord, les lumières se sont éteintes. Elles se sont éteintes et l'appartement est devenu sombre. Je pensais que c'était juste un accident, mais quand j'ai regardé par la fenêtre, j'ai vu que les voisins étaient en feu. Puis le téléphone a sonné. Un vieux téléphone câblé que je n'avais même pas allumé depuis des années. Je l'ai décroché et j'ai entendu le même bourdonnement que dans le laboratoire. Bas, lourd, et à travers lui, la même voix dans ma tête. « Rendez-moi ce que vous avez pris. » J'ai raccroché le téléphone et pris le dossier. Je devais faire quelque chose, le cacher, le donner à quelqu'un qui pourrait le publier. J'ai décidé d'aller voir mon vieil ami du journal. Il vivait dans une ville voisine et n'avait jamais eu de problème pour se mettre dans une situation délicate. Mais lorsque je suis sorti, j'ai réalisé que j'arrivais trop tard. Il y avait une camionnette noire, sans plaque d'immatriculation, et 2 hommes vêtus de vestes sombres qui se tenaient dans l'allée. Ils n'ont pas bougé, ils m'ont juste regardé, et je pouvais sentir dans ma peau qu'ils n'étaient même pas humains. Leurs visages étaient trop lisses, comme des mannequins. Je me suis précipité dans l'autre direction, vers le garage où était garée ma Porsche 9. J'ai démarré au quart de tour et j'ai accéléré sans me retourner. J'ai roulé pendant une demi-nuit, serpentant sur des routes de campagne, jusqu'à ce que je rejoigne mon ami. Il s'appelait Sergueï et était un adepte des théories du complot. Il m'a donc cru tout de suite. Nous nous sommes enfermés chez lui et je lui ai montré le dossier. Il l'a feuilleté, les yeux brillants. Puis il a dit « Il faut le mettre sur le net, que tout le monde le sache. » Nous nous sommes assis devant l'ordinateur et c'est alors que j'ai remarqué que quelque chose ne tournait pas rond derrière la fenêtre. Les lampadaires ont commencé à vaciller, puis se sont complètement éteints. Sergueï a regardé dehors et s'est figé. Je me suis approché de la fenêtre et je les ai vus. Les mêmes créatures, grandes, minces, sans visage.
Elles étaient trois et se tenaient juste sous la maison, regardant vers le haut. Elles soupi qu'elles ne bougeaient ni pas, ne faisaient pas de bruit, mais je savais qu'elles étaient venues pour moi. Seryoga m'a attrapé par l'épaule et m'a traîné jusqu'à la porte de derrière. Nous avons sauté dans la cour, sommes montés dans sa voiture et sommes de partis, laissant tout derrière nous. Le lendemain, nous avons trouvé une maison abandonnée dans le village où nous avons décidé de nous terrer. L'Internet y fonctionnait à peine, mais nous avons tout de même posté des scans des documents sur le forum où j'avais communiqué avec le loup de Sibérie. La réaction a été instantanée. Quelqu'un nous a traités de fous, quelqu'un a écrit qu'il s'agissait d'un faux, mais il y a aussi eu des gens qui ont commencé à creuser davantage. Sergueï et moi, nous sommes assis et avons attendu de voir ce qui allait se passer. Cette nuit-là, j'ai de nouveau entendu ce grondement. Il provenait de quelque part dans la forêt et devenait de plus en plus fort. Le bourdonnement de la forêt n'était plus un simple son, c'était comme un forage dans mon cerveau. J'étais assis dans cette maison abandonnée. Je regardais Sergueï et il secouait la tête en disant « Nous devons partir, mais où ?» Nous avons tous les deux réalisé que ces choses nous avaient retrouvés et que nous ne pouvions pas rester là. Nous avions déjà mis le dossier en ligne. Mais à quoi bon? La moitié du forum riait, l'autre moitié discutait. Et ceux qui y croyaient ne pouvaient rien faire. Nous étions seuls face à cette merde, et les chances devenaient de plus en plus minces. J'ai décidé de jeter un nouveau coup d'œil aux journaux pour voir s'il y avait quelque chose qui pourrait nous aider à lutter. J'ai feuilleté les pages froissées, à la torche, jusqu'à ce que je tombe sur un schéma. C'était un plan de Sigma 17, et il y avait une sorte de nœud de contrôle, marqué là comme un centre de contrôle pour tout le système. D'après les documents, s'il était détruit, le réseau des doubles commencerait à s'effondrer. Il perdrait le contact avec ses xénocontrôleurs et tout irait à volo. J'ai montré cela à Sergueï et il s'est immédiatement enflammé. Si nous devons mourir, alors avec de la musique. Allons faire exploser cette merde. C'était une idée folle, mais il n'y avait pas d'autre solution. Nous avons rassemblé tout ce que nous pouvions utiliser. Un bidon d'essence de sa voiture, quelques vieilles bouteilles de bière, des chiffons, un cocktail Molotov classique. J'ai pris un couteau et ce bidon d'essence, mais je me suis rendu compte que face à ces créatures, c'était comme une tapette à mouches face à un char d'assaut. Les coordonnées du nœud n'étaient pas très éloignées, quelque part dans la même taïga, à une vingtaine de kilomètres du laboratoire où je m'étais rendu plus tôt. Nous sommes y montés dans la voiture et avons pris la route, même si nous savions tous les deux qu'il s'agissait probablement d'un aller simple. La route était infernale. La nuit, dans les bois, sans lumière, seuls les phares distinguant des bouts de l'arbre. Le bourdonnement dans ma tête ne s'est pas calmé et j'ai commencé à remarquer qu'il m'affectait. Mes mains tremblaient, mes yeux se brouillaient et, à plusieurs reprises, j'ai cru voir ces choses sur le bord de la route. Sergueï n'avait pas l'air mieux non plus. Son visage était pâle, de la sueur coulait sur ses tempes, mais il avançait en serrant les dents. Lorsque nous avons atteint l'endroit, il n'y avait rien de remarquable, juste une colline envahie par l'herbe et une trappe à peine visible, comme celle par laquelle j'étais descendu la première fois. Nous l'avons ouverte, et la même odeur sucrée qui m'avait presque rendu malade s'en est dégagée. Nous sommes descendus, et j'ai tout de suite compris qu'il ne s'agissait pas d'un simple bunker. Il y avait un immense hall, mais à la place des capsules, il y avait des choses qui ressemblaient à des serveurs, sauf qu'à la place des fils, il y avait des noyaux vivants et pulsants qui sortaient la marque d'eux. Ils brillaient d'une lumière verdâtre et s'étendaient jusqu'au centre, où se trouvait un grand cristal de la taille d'un homme. Il bourdonnait comme un transformateur et j'ai immédiatement compris qu'il s'agissait de leur nœud. Sergueï et moi avons commencé à tout asperger d'essence, mais nos mains
tremblait. L'odeur était si forte que mes yeux pleuraient, mais nous avons travaillé rapidement. J'avais déjà mis le briquet sur le chiffon dans la bouteille quand j'ai entendu des pas. Je me suis retourné et ils étaient là où ils étaient là. 5 ou 6 créatures, grandes, sans visage, avec des griffes qui brillaient dans la lumière sinistre. Elles ne courraient pas. Elles marchaient, et je sentais que le bourdonnement dans ma tête devenait insupportable. Seryoga a crié « Lance !» et j'ai lancé la bouteille droit sur le cristal. Il s'est brisé, les flammes ont jailli, et tout ce qui m'entourait s'est immédiatement embrasé. Les créatures se sont arrêtées, comme si elles ne comprenaient même pas ce qui se passait. Nous avons couru vers la sortie, mais j'ai remarqué que l'une d'entre elles nous suivait. Il était plus rapide que je ne le pensais, et alors que nous montions les escaliers, j'ai senti quelque chose de froid m'attraper la jambe. Je me suis retourné, la chose me tenait avec ses griffes, et j'ai vu pour la première fois qu'elle avait quelque chose qui bougeait sous son masque, comme si elle avait une bouche. J'ai donné un coup de pied avec l'autre pied, j'ai sorti la bombe, et je l'ai pulvérisée en plein dans le désordre. Il a lâché prise, et j'ai sauté dehors à la suite de Sergueï. Nous étions à une centaine de mètres quand une explosion s'est produite. Le sol a tremblé, une colonne de feu a jailli de l'écoutille, puis tout est devenu silencieux. Le bourdonnement dans ma tête a disparu, et j'ai ressenti le silence pour la première fois depuis des jours. Nous nous sommes assis sur le sol, respirant bruyamment, et nous avons regardé cette foutue colline brûler. Après l'explosion, Sergueï et moi sommes restés assis dans les bois pendant un moment, à regarder la colline brûler. Le feu léchait les arbres, la fumée montait dans le ciel, et j'attendais que ces créatures sortent bombes de cet enfer et nous tuent. Mais rien ne s'est passé. Le silence était tel qu'il résonnait dans mes oreilles, et je me suis rendu compte que le grondement qui me tourmentait depuis quelques jours avait disparu pour de bon. Sergueï m'a tapé sur l'épaule et m'a dit « Eh bien, mon frère, je crois qu'on les a eus. » J'ai hoché la tête, même si j'avais encore des fourmis dans les jambes. Nous sommes de retournés à la voiture et avons regagné le village abandonné où nous nous étions cachés. L'Internet fonctionnait encore, et la première chose que nous avons faite a été de nous connecter au forum. Le message contenant nos scans était déjà devenu viral. Il avait été reposté des centaines de fois, et les gens commençaient à poster leurs histoires. Certains disaient avoir vu des créatures similaires dans d'autres endroits. D'autres y avaient trouvé de vieux documents sur des bases secrètes. Mais le plus important, c'est qu'il y avait une sorte de mouvement à la télévision. Poutine, ou plutôt son double, faisait un discours, et j'ai immédiatement remarqué que quelque chose n'allait pas chez lui. Il mélangeait les mots, il s'est arrêté plusieurs fois au milieu d'une phrase, puis il est sorti de l'écran et la diffusion a été interrompue. Les journaux télévisés ont déclaré plus tard qu'il s'agissait d'un problème technique. Mais Sergueï et moi savions la vérité. Leur système avait commencé à s'effondrer. À partir de là, tout s'est accéléré. Quelques jours plus tard, des vidéos sont apparues en ligne montrant le comportement étrange de certains fonctionnaires. L'un d'eux s'est effondré en pleine réunion, un autre s'est mis à crier quelque chose d'inintelligible. Les gens ont plaisanté sur l'effondrement massif, mais j'ai compris que c'était la fin de leur copie. Sans le nœud que nous avions fait exploser, la connexion avec les contrôleurs Xeno était rompue, et ces coquilles allaient lundi se briser comme des jouets, cassés. Sergueï et moi avons décidé de faire profil bas. Nous avons déménagé dans une autre ville, loué une maison en périphérie, et fait profil bas. Je ne sais toujours pas ce qu'il est advenu de ces créatures. Peut-être sont-elles seules mortes sous terre, ou peut-être sont-elles allées au plus loin pour panser leurs blessures et trouver un nouveau plan. Certaines de nuit, je rêve qu'elles se tiennent sous ma fenêtre, qu'elles observent, le visage vide, et qu'elles attendent.
Je me réveille avec des sueurs froides, vérifiant les serrures et me demandant si cela en valait la peine. Des mois se sont écoulés depuis. C'est comme si la Russie s'était figée. Personne ne comprend vraiment qui est en charge maintenant. Et quelque chose d'incompréhensible se passe au Kremlin. On dit que de nouveaux visages essaient de prendre le pouvoir, mais je ne regarde plus les informations. Je me contente de ce que j'ai vu de mes propres yeux. Nous avons toujours le dossier, et nous l'avons caché pour que personne ne le trouve. Peut-être qu'un jour je déciderai de le sortir et de tout raconter à nouveau, mais pour l'instant je veux juste oublier. Parfois, je pense à ce type qui m'a envoyé la lettre. Qui était-il? Pourquoi m'a-t-il choisi? Peut-être était-il l'un de ceux qui se sont échappés de Sigma 17, ou juste un spectateur comme moi. Je ne sais pas s'il est un vivant, mais s'il l'est, j'espère qu'il verra ce que nous avons fait. Nous n'avons pas sauvé le monde, c'est sûr, mais au moins nous avons donné un coup de pied dans les dents à ces choses. J'ai également remarqué une chose. J'étais dans le bus l'autre jour, et un type à côté de moi m'a regardé un peu trop longtemps. Son visage était normal, mais il y avait quelque chose d'anormal dans ses yeux. Il ne clignotait même pas comme le sosie dans la capsule. Je suis descendu à l'arrêt suivant et n'y suis jamais retourné. C'est peut-être de la paranoïa, ou peut-être qu'ils sont toujours là. Alors les gars, si vous entendez soudain un grondement sourd dans votre tête, ou si vous voyez quelqu'un d'étrange, courez, parce que je sais pertinemment qu'ils ne sont pas partis pour de bon.